Un accord d'1 milliard de dollars surgit comme une victoire éclatante au Momentum, où il ouvre une nouvelle dépendance longue de 2000 km. Sur les écrans, tout paraît simple, presque héroïque, mais derrière ces images se cachent des chiffres, des clauses et des rapports de force que personne n'explique vraiment. Et si cette promesse de carburant bon marché redessinait aussi la marge de manœuvre de dirigeants comme Ibrahim Traoré, pris entre souveraineté affichée et dépendance silencieuse à un seul robinet, car sous le récit triomphal, une autre trajectoire bien plus inconfortable commence déjà à se dessiner. Ce pipeline présenté comme un soulagement technique porte en réalité un risque politique que beaucoup préfèrent contourner. La promesse officielle, une baisse durable des coûts énergétiques, repose sur 10 à 12 mots qui semblent presque magiques, mais qui masquent la fragilité du rapport de force inscrit dans la structure même du projet. Car si l'infrastructure fluidifie l'accès au carburant, elle centralise aussi un pouvoir inédit entre les mains d'un acteur privé capable de dicter, ajuster ou ralentir un flux vital pour une économie déjà sous tension. À ce moment-là, une question subtile surgit. Et si cette apparente libération contenait déjà son contraire ? De Harar à Bulawayo, les secteurs industriels voient dans cette artère un oxygène longuement attendu, mais l'oxygène peut devenir un levier dès lors qu'il dépend d'un seul fournisseur. Chaque étape du financement, chaque clause de maintenance et chaque garantie de livraison réécrit silencieusement les marges d'action du pays, comme si l'urgence énergétique faisait oublier que la souveraineté se mesure autant dans les kilowatts que dans la capacité à dire non. Ce projet n'est donc pas seulement un pari logistique, il fixe les enjeux des 10 prochaines années. Une révélation discrète se dessine. 2 éléments clés, souvent ignorés dans les récits officiels, changent radicalement la portée de ce projet, le mode de contrôle du pipeline et la façon dont il reconfigure les dépendances déjà existantes. Et lorsque l'on replace ce corridor dans la réalité énergétique du pays, jusqu'à 18 heures de coupure quotidienne, on comprend que l'enjeu dépasse largement la simple logistique. Depuis des années, Harar vit au rythme d'un réseau électrique devenu une loterie. Les quartiers disparaissent dans le noir, les commerces ferment plus tôt, les ateliers réduisent leur production et les mines passent d'un fonctionnement continu à une cadence minimale faute de puissance pour broyer, fondre ou traiter le minerai. Dans cette obscurité chronique, le pipeline apparaît comme un fil d'acier tendu au-dessus du vide, promettant un accès plus direct et plus stable au carburant que les routes fragilisées passant par Durban ou Maputo. Pourtant, cette promesse technique s'arrime immédiatement à une réalité politique. Celui qui contrôle le flux devient de fait un arbitre silencieux du rythme économique du pays. C'est ici que la trajectoire d'Ibrahim Traoré entre en résonance avec l'histoire zimbabwéenne. Beaucoup dans la région observent son discours sur la souveraineté énergétique et industrielle comme une tentative d'échapper aux dépendances externes qui ont longtemps déterminé les marges de manœuvre des États sahéliens. Le parallèle n'est pas fortuit. Le Zimbabwe, bien que confronté à un tout autre contexte géographique, se retrouve à la croisée d'une ambition similaire et d'un risque inverse, gagner de l'autonomie vis-à-vis des circuits occidentaux tout en glissant vers une dépendance structurelle à un acteur privé africain. Car une fois la conduite posée, les choix se referment. Les tarifs, la maintenance, les priorités de distribution et les conditions de renégociation deviennent les véritables leviers d'influence et la géopolitique régionale, qu'on le veuille ou non, ne laisse jamais longtemps un vide de pouvoir. Le pipeline relie 3 pays, mais il enchaîne aussi 3 souverainetés autour d'une même valve. C'est la toile qui, dans l'ombre, redessine les rapports de force. Pour comprendre comment cette infrastructure commence déjà à modifier les équilibres, il faut descendre du niveau macro et regarder ce que vivent ceux qui, chaque jour, se retrouvent sur la ligne de front économique, transporteurs, petits industriels, distributeurs locaux. C'est là que les premiers signaux faibles apparaissent. Premier micro-cas, à Bulawayo, un atelier de soudure qui plafonnait depuis des années, voit soudain une fenêtre d'expansion. Non pas parce que la production a augmenté, mais parce que les pannes électriques imprévisibles l'obligeaient à choisir entre lumière et machine. L'annonce du pipeline n'a pas encore changé son quotidien, mais elle a changé ses anticipations. Il peut envisager d'acheter une nouvelle presse hydraulique parce qu'il
qu'il croit, pour la première fois, à une stabilisation du carburant nécessaire à son générateur. Deuxième micro-cas, un petit transporteur opérant entre Gweru et Harar explique que les fluctuations des prix du diesel ont souvent effacé ses marges mensuelles. Pour lui, l'arrivée d'une source plus directe signifie moins d'intermédiaires et peut-être l'abandon de pratiques d'achat au jour le jour qui le maintenaient dans une précarité permanente. Même si rien n'a encore coulé dans la conduite, l'idée même d'un corridor plus stable modifie déjà son rapport au risque. Mais ces améliorations, projetées si palpables au niveau individuel, s'inscrivent dans une dynamique beaucoup plus vaste. Dans un pays étouffé par des années de coupures, d'incertitudes logistiques et de hausse brutale des prix, la promesse d'un flux énergétique moins volatile devient un puissant moteur psychologique et politique. Elle influence les investissements, les stratégies de survie et jusqu'aux récits gouvernementaux. En d'autres termes, la conséquence principale apparaît. La stabilité anticipée peut devenir un nouvel outil de pouvoir. L'activation commence le jour où Harar annonce officiellement avoir validé le corridor énergétique reliant Walvis Bay à Bulawayo. Ce moment, présenté comme une rupture stratégique, n'est pas un simple choix technique. Il constitue le point où le pays abandonne les circuits logistiques hérités des routes de Durban et de Maputo, connus pour leur goulot d'étranglement et leurs négociations politiques interminables. Ce déplacement est brutal. Il modifie d'un coup la géographie mentale des opérateurs locaux qui comprennent qu'une seule décision peut reconfigurer des décennies de dépendance à des infrastructures saturées. Dans la foulée, chaque secteur commence à recalculer ses risques. Mines, transporteurs, industrie légère, tous réévaluent le coût du diesel et la stabilité potentielle de l'approvisionnement. La bascule est silencieuse mais immédiate. Le crescendo surgit lorsque les analystes régionaux remarquent que cette conduite n'est pas seulement un tube d'acier, c'est un lien vertical qui redistribue la valeur entre trois souverainetés et un seul groupe privé. La signature du contrat fait émerger un nouvel acteur hégémonique, capable de connecter la plus grande raffinerie du continent à un marché captif dont l'économie dépend d'un carburant stable. Ibrahim Traoré, souvent cité comme symbole d'un repositionnement africain fondé sur la réduction de dépendance externe, apparaît indirectement dans l'équation géopolitique. Ses discours sur l'autonomie énergétique éclairent, par contraste, les risques qu'un pays comme le Zimbabwe peut affronter lorsqu'il transfère un segment vital de sa chaîne énergétique à une seule main privée. Le sommet du récit est là. Une infrastructure présentée comme souveraine renforce paradoxalement la concentration du pouvoir énergétique. La réplique commence avant même que le premier litre de carburant ne circule dans le pipeline. Des acteurs jusque-là invisibles, importateurs traditionnels, réseaux d'intermédiaires, transporteurs longue distance, comprennent que leur modèle économique va se contracter. Certains tentent d'obtenir des concessions, d'autres cherchent à bloquer discrètement des portions du projet en invoquant des questions réglementaires ou environnementales. Le gouvernement, lui, adopte un ton résolument triomphaliste, minimisant les tensions internes pour préserver l'image d'une solution africaine pure sans influence extérieure. La réalité, toutefois, est plus fragmentée. Des factions au sein du parti au pouvoir craignent que le contrôle logistique ne glisse hors de leur portée. D'autres espèrent obtenir de nouveaux contrats dérivés du projet. Les frictions internes se multiplient, puis vient la réplique sociale. Les ménages, habitués aux coupures interminables et aux hausses soudaines du carburant, perçoivent la promesse d'un corridor stable comme une lumière au bout du tunnel, mais cette lumière, pour l'instant, n'est qu'une anticipation. Les attentes montent. Les frustrations aussi. Chaque retard ou flou contractuel devient un prétexte pour douter des promesses officielles. L'opinion publique, longtemps fatiguée par les explications techniques, regarde désormais ce pipeline comme un test de sincérité politique. Dans cette dynamique, le pipeline fonctionne comme un révélateur. Il révèle les fragilités institutionnelles, les ambitions privées, les fractures internes et les récits diplomatiques qui entourent ce pays enclavé. Et le rythme ne faiblit pas. Chaque événement crée son écho, chaque décision entraîne sa réplique. Le corridor n'est pas encore construit, mais il dicte déjà le tempo. Du point de départ à l'évolution, la différence devient claire. Le point de départ est simple. Le Zimbabwe perd chaque année une part considérable de sa richesse nationale à cause des coupures électriques et de la dépendance au diesel importé.
La différence devient spectaculaire lorsqu'on mesure comment un corridor direct reliant Walvis Bay à Bulawayo peut modifier, même partiellement, cette hémorragie économique. Premier chiffre, 18 heures de coupure quotidienne plongent régulièrement les villes dans l'obscurité. Cette durée extrême représente une paralysie structurelle qui étouffe l'activité productive nationale. Dans l'atelier d'un soudeur ou d'un meunier, ces heures perdues effacent d'un geste les bénéfices attendus. Dans une mine, elles réduisent mécaniquement la cadence d'extraction et de transformation. Et dans les ménages, elles se transforment chaque soir en exercice d'improvisation énergétique. Ce chiffre n'est pas seulement un indicateur technique, c'est l'axe autour duquel tournent les pertes visibles et invisibles d'un pays entier. Deuxième chiffre, 6,1% du PIB s'évapore annuellement en raison de cette instabilité énergétique. Ce pourcentage traduit la contraction cumulée de milliers de décisions industrielles contrariées. Il englobe les arrêts d'usines, les générateurs qui consomment plus qu'ils ne soutiennent la production. Il capte aussi le coût psychologique pour les investisseurs qui anticipent de longues périodes d'irrégularité. Il révèle une économie privée de prévisibilité contrainte de fonctionner sous une forme de stress permanent. Ce pourcentage, répété année après année, devient un frein majeur à toute industrialisation durable. Troisième chiffre, 2000 km composent la longueur totale du pipeline reliant Walvis Bay à Bulawayo. Cette distance est une tentative d'annuler des décennies de dépendance logistique imprévisible. Elle raccourcit le nombre d'intermédiaires et réduit l'exposition aux chocs frontaliers. Elle retire aux corridors historiques leur pouvoir de blocage, souvent aggravé par des crises monétaires. Elle introduit un flux plus direct qui promet de stabiliser les coûts de transport. Et elle devient un levier permettant aux petites entreprises de reconstruire des marges longtemps érodées. Mais ces trois chiffres, pris ensemble, racontent une dynamique bien plus critique. Ils montrent comment un pays à l'économie comprimée tente de se reconnecter à une source énergétique plus stable. Ils éclairent la logique qui pousse Harare à accepter un montage où un acteur privé régional devient pivot. Ils exposaient également la vulnérabilité d'un système trop dépendant d'une seule infrastructure. Et ils révèlent que la promesse de baisse de coûts dépend autant de la discipline politique que de l'acier posé au sol. Cette quantification rend visible les tensions entre efficacité attendue et risque structurel. Elle force à reconnaître que chaque pourcentage, chaque kilomètre, chaque heure coupée ou retrouvée façonne le futur industriel du pays. Elle invite aussi à regarder le corridor comme un instrument à double tranchant. Il peut stabiliser l'économie ou la capturer. En fin de compte, ces données ne tranchent pas le débat. Elles fournissent le squelette factuel d'une question plus vaste. Qui contrôlera réellement le gain produit par cette réduction du chaos logistique? Car le pipeline peut corriger une partie de l'instabilité, mais il peut aussi consolider un monopole énergétique difficile à contester. Le premier argument favorable repose sur l'idée que le pipeline constitue enfin une solution africaine capable de réduire la dépendance chronique aux infrastructures extérieures. En reliant directement Walvis Bay à Bulawayo, le corridor contourne les routes fragiles qui passent par Durban ou Maputo, connus pour leur blocage récurrent, leurs coûts élevés et leurs risques politiques cumulés. Les partisans de cette vision affirment que la stabilité d'un approvisionnement continu, sans couche d'intermédiaire, offre au Zimbabwe une base plus solide que toutes les tentatives précédentes. Selon eux, l'efficacité logistique crée une marge de manœuvre que ni les camions ni les routes saturées ne pouvaient garantir. Le second argument favorable se construit autour du modèle African Prices. Cette méthode, illustrée par l'approche adoptée pour la raffinerie de Lagos, repose sur une réduction drastique des coûts par rapport aux propositions occidentales ou chinoises, souvent indexées sur des montages financiers complexes. Pour ses défenseurs, cet ancrage africain démontre que l'on peut bâtir à grande échelle sans céder le contrôle stratégique ou accepter des conditions asymétriques. Ils voient dans cette cohérence continentale un précédent qui pourrait inspirer les pays enclavés confrontés aux mêmes difficultés logistiques. Les critiques avancent cependant deux objections majeures. La première souligne qu'une dépendance envers un acteur privé, même africain, peut devenir aussi contraignante qu'une dépendance envers des consortiums étrangers. Le contrôle du flux énergétique devient un levier politique silencieux capable d'influencer la prise de décision nationale.
La seconde objection rappelle que le Zimbabwe reste traversé par des réseaux internes de pouvoir où chaque méga-projet redistribue les gains entre factions. Pour ces observateurs, un corridor unique ne fait qu'ajouter une couche supplémentaire à un système déjà opaque. La réponse, lorsqu'on croise ces arguments avec les données de la source, tient en une nuance essentielle. Le pipeline réduit bien un chaos logistique réel, mais il renforce simultanément une architecture de pouvoir concentrée. La promesse technique existe, le risque structurel aussi. Un centre bascule silencieusement. Ce milieu de récit apparaît au moment où l'on réalise que le pipeline ne reconfigure pas seulement la logistique d'un pays enclavé, il crée une nouvelle cartographie du pouvoir. Cette bascule devient visible lorsque l'on observe comment 3 États, auparavant liés par des routes incertaines, se retrouvent soudain alignés autour d'une infrastructure détenue par une seule entité privée. L'effet est discret mais profond, dépendance partagée, souveraineté enchevêtrée, marge de contestation réduite. Le corridor cesse alors d'être une simple solution technique et devient une architecture d'influence. Le changement de perspective se renforce lorsqu'on met en parallèle les discours de dirigeants comme Ibrahim Traoré, souvent associé à l'idée d'une autonomie africaine fondée sur la maîtrise de ses chaînes énergétiques. En miroir, le Zimbabwe adopte une solution qui paraît souveraine mais qui concentre forcément les leviers stratégiques. Ce contraste est clair, la révélation centrale. Une victoire symbolique peut ouvrir en même temps une vulnérabilité durable. Chaque kilomètre de pipeline promet une efficacité accrue, mais chaque kilomètre ancre aussi un rapport de force difficile à renégocier. L'enjeu du milieu d'histoire se résume alors à une seule question: qui tiendra réellement la valve? À ce stade, ménage, NN. Pour les ménages, la première conséquence visible vient du simple fait que l'espoir retrouve une forme concrète. L'annonce d'un flux énergétique plus stable laisse entrevoir des soirées où les coupures interminables cessent d'imposer un rythme imprévisible au quotidien. Cette amélioration potentielle change la manière dont les familles planifient, achètent et s'organisent, même avant que le pipeline n'entre réellement en fonction. Le corridor devient ainsi une promesse psychologique autant qu'une solution énergétique. À ce stade, entreprise DN. Pour les entreprises, les retombées sont immédiates au niveau des anticipations. Elles imaginent déjà un accès au diesel plus régulier, permettant de réduire l'usage de générateurs coûteux qui érodent leurs marges. Cette perspective influence les décisions d'investissement car un atelier ou une mine peut désormais projeter une production moins dépendante de l'aléatoire. L'arrivée potentielle d'un carburant stabilisé transforme donc la structure du risque industriel avant même l'arrivée du premier litre dans les réservoirs. À ce stade, diaspora, ND, pour la diaspora dispersée entre l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Afrique australe et le Golfe, les conséquences sont financières et émotionnelles. Le coût des transferts mensuels pourrait se modérer si les prix du carburant cessent de provoquer des hausses brutales sur la nourriture, le transport et les générateurs. Cette stabilisation temporaire offrirait un répit aux familles qui dépendent de ces envois pour payer soins, scolarité et urgences. Et chaque amélioration locale se répercute directement sur la pression ressentie par ceux qui soutiennent leurs proches depuis l'étranger. À ce stade, région à État voisin, KV. Pour la région, la conséquence majeure réside dans l'apparition d'une architecture énergétique qui dépasse le cadre zimbabwéen. 3 pays deviennent soudain connectés par une infrastructure qui centralise l'influence entre les mains d'un acteur privé dominant. Ce précédent résonne dans les discours de dirigeants comme Ibrahim Traoré, qui défendent des modèles de souveraineté énergétique capables de briser des dépendances anciennes sans créer de nouveaux monopoles. Ce parallèle rappelle que chaque corridor construit au nom de l'autonomie peut, selon sa gouvernance, produire l'effet inverse, consolider une dépendance unique difficile à contester. En résumé, ces 4 angles montrent que les effets du projet dépassent largement la simple question du carburant. Ils touchent les comportements, les anticipations, les marges de manœuvre économiques et les équilibres régionaux. Ils prouvent surtout que la promesse technique d'un pipeline peut devenir une transformation profonde ou un enfermement silencieux. À ce stade, des scénarios de base, stabilisation lente, dépendance accrue. Dans la projection la plus plausible, le pipeline avance,
conformément au calendrier annoncé, sans accélération spectaculaire ni blocage majeur. Les premières retombées se manifestent par une baisse de la volatilité des prix du diesel, ce qui atténue la pression sur les ménages et les petites entreprises. La structure économique reste toutefois fragile car le pays continue de dépendre d'un seul axe énergétique contrôlé par un opérateur privé dont les leviers dépassent largement la sphère technique. Cette période de stabilisation modérée crée un climat politique plus calme, mais sans transformation institutionnelle profonde. Le Zimbabwe gagnerait donc du souffle sans résoudre les causes structurelles de sa vulnérabilité. À ce stade, scénario optimiste, fenêtre de réforme ouverte, risque contenu. Dans la version ascendante, les autorités utilisent la marge créée par un approvisionnement plus fiable pour réformer progressivement le système énergétique national. Les économies générées par la réduction de l'usage des générateurs permettent de réorienter une partie des ressources vers la modernisation du réseau électrique. Les investissements privés deviennent plus fréquents car la prévisibilité nouvelle du carburant rassure des secteurs qui craignaient jusque-là les coupures interminables. Le gouvernement, encouragé par cette respiration, renforce la transparence des contrats et crée un cadre où plusieurs acteurs peuvent entrer sur le marché. Cette ouverture, si elle se consolide, réduit le risque de capture d'État et transforme le pipeline en véritable levier de souveraineté. À ce stade, scénario pessimiste, verrouillage stratégique et vulnérabilité politique. Dans la perspective négative, la dépendance énergétique se mue rapidement en dépendance politique. Les tensions internes au sein du parti au pouvoir réapparaissent autour de l'attribution des contrats, alimentant des rivalités qui ralentissent la mise en œuvre du corridor. Les acteurs évincés cherchent à freiner le projet par des obstacles réglementaires, tandis que la population s'impatiente face à des promesses qui tardent à se concrétiser. Le pipeline devient alors un instrument de pression pour soutenir ou affaiblir certaines factions, renforçant la position du groupe privé qui contrôle le flux. Dans cette dérive, le pays se retrouve enfermé dans une architecture énergétique efficace mais dangereusement unilatérale. À titre d'orientation méthodologique, pensez en conditions, pas en certitude. Si la gouvernance reste opaque, le corridor devient risque. Si elle s'ouvre, il devient levier. Pour les ménages, l'enjeu principal reste la possibilité de reprendre le contrôle d'un quotidien longtemps dicté par les coupures, les générateurs bruyants et les dépenses imprévisibles de carburant. Une amélioration progressive de la stabilité énergétique leur offrirait enfin un cadre où cuisiner, travailler, réviser ou conserver des aliments ne dépend plus du hasard d'un réseau saturé. Cette perspective transforme la manière dont les familles projettent leurs dépenses et envisagent les mois à venir. Elle ne résout pas tout, mais elle redonne un espace de respiration émotionnelle indispensable après des années d'incertitude. Pour les petites entreprises, chaque avancée du corridor énergétique agit comme un signal de confiance. Elle voit dans cette promesse un moyen de réduire la consommation forcée de diesel qui a absorbé leurs marges et limité toute ambition d'expansion. Une logistique plus prévisible permettrait d'acheter moins au jour le jour et de planifier des investissements que la volatilité rendait impossible. Ce regain de prévisibilité, même partiel, peut transformer la psychologie entrepreneuriale et encourager des initiatives que la crise énergétique avait étouffées. Pour la diaspora, la question touche directement au budget mensuel consacré à soutenir les proches restés au pays. Chaque hausse du carburant se répercute en cascade sur la nourriture, le transport et les services essentiels, obligeant souvent à envoyer davantage d'argent pour compenser. Une stabilisation durable allégerait cette charge et permettrait de transformer certains transferts en épargne ou en projet plutôt qu'en simple réponse à l'urgence. Cette dimension émotionnelle, savoir que l'aide envoyée construit quelque chose, est centrale pour ceux qui soutiennent leur famille à distance. Deux suggestions sobres émergent: demander plus de transparence sur les contrats et soutenir les voies locales qui suivent de près les implications sociales du projet. Le premier chantier consiste à rendre visible ce que le montage contractuel dissimule encore. La question soulevée en P10, celle de la gouvernance opaque, se referme ici. Seule la transparence peut empêcher qu'un corridor présenté comme souverain ne devienne un levier d'influence unilatérale. Pour avancer, le Parlement devrait exiger la publication des parts de propriété, des garanties publiques et des mécanismes de fixation des tarifs.
Cette visibilité créerait un seuil minimal de contrôle citoyen. Elle inaugurerait surtout une culture où les projets énergétiques ne se négocient plus dans un huis clos technocratique. La deuxième étape demande une diversification graduelle des sources d'énergie. Le Zimbabwe doit utiliser la fenêtre ouverte par le pipeline pour réduire l'usage compulsif des générateurs et renforcer son réseau interne. Un calendrier de modernisation découpé par zones urbaines et industrielles permettrait de mesurer les progrès sans perdre de vue les contraintes financières. Une telle stratégie limiterait l'effet verrou si un acteur privé décidait un jour de réviser les conditions du flux. Elle créerait aussi un amortisseur face aux chocs politiques régionaux. La troisième étape concerne la gouvernance régionale. 3 pays sont impliqués et chacun a intérêt à éviter qu'un seul opérateur ne dicte le tempo énergétique. Une plateforme commune, inspirée des démarches souverainistes défendues par Ibrahim Traoré, pourrait harmoniser les règles de redevance, sécuriser la maintenance et répartir les risques. Cette instance servirait d'espace d'équilibre entre souverainetés liées par la même infrastructure. Elle permettrait surtout d'éviter que le corridor devienne un instrument de pression silencieuse. La quatrième étape tient en un principe simple: mesurer, corriger, répéter. Un suivi trimestriel public des délais, coûts et interruptions créerait une boucle de responsabilité indispensable. Dans un atelier de Bulawayo, celui-là même où un soudeur hésitait encore à investir dans une nouvelle presse, l'attente est devenue une sorte de rythme intérieur. Le pipeline n'est pas encore opérationnel, mais la simple idée qu'un flux plus stable puisse émerger modifie déjà la manière dont il regarde son avenir. Son espace de travail, autrefois éclairé par des ampoules hésitantes, porte l'empreinte de cette possibilité fragile. Travailler sans compter les minutes avant la prochaine coupure, cette transformation minuscule, presque imperceptible de l'extérieur, rappelle que les grandes infrastructures commencent souvent par des mouvements intimes. Plus largement, la région observe cette trajectoire avec l'œil prudent de ceux qui savent qu'un gain peut devenir une dépendance si personne ne surveille les leviers. Les discours portés par des figures comme Ibrahim Traoré résonnent alors d'une manière particulière. Ils rappellent que la souveraineté n'est jamais donnée, qu'elle se construit dans la vigilance autant que dans la technique. Le corridor peut apporter du souffle, mais il peut aussi enfermer si les institutions se taisent au moment critique. Tout l'enjeu tient dans la capacité collective à rester lucide, même lorsque l'amélioration semble évidente. En conclusion, la souveraineté se perd toujours quand elle paraît acquise. Si cette histoire retient autant l'attention, c'est parce qu'elle touche au cœur de ce que vivent chaque jour les habitants d'un pays où l'énergie n'a jamais été un acquis. Le pipeline, avec ses promesses et ses risques, ouvre un espace nouveau où chacun peut décider d'observer plus attentivement ce qui se construit au nom de l'efficacité. La symbolique est forte. Une infrastructure capable de reconnecter 3 territoires rappelle que les choix techniques sont toujours aussi des choix politiques. Dans cet esprit, suivre l'évolution du corridor ne se limite pas à attendre son inauguration. Cela peut signifier lire un peu plus attentivement les annonces officielles, écouter les voix locales qui documentent ces impacts ou simplement échanger avec ceux qui en ressentiront les effets en premier. Les décisions autour du pipeline façonnent une partie du futur économique et social, et comprendre ce qui se joue permet d'éviter que les enjeux ne glissent dans l'ombre. Ce récit n'appartient pas qu'aux experts ou aux décideurs, il concerne tous ceux qui veulent de voir l'avenir se construire sans angle mort. Et vous, quelle place pensez-vous que les citoyens doivent occuper dans cette nouvelle étape ?